pour vous, pour la RSE. Et donc, dans ce cadre-là, la réunion de ce mois-ci porte sur la cartographie des parties prenantes. Donc, voilà, sans perdre trop de temps, je vous présente brièvement donc, Olivier Thomas, que sans doute un bon nombre d'entre vous connaissent déjà, qui fait partie de la société qui anime, qui est président de la directeur, pardon, de Primum Non Nocere, entreprise spécialisée dans la RSE, qui accompagne CAP et tous les établissements de santé également sur les sujets de la RSE. Donc, je vais pouvoir passer la main à Olivier et je vous souhaite à tous une excellente présentation. N'hésitez pas juste à couper vos micros, éventuellement vos vidéos pour ceux qui le veulent. Et si vous souhaitez participer, bien sûr, réactivez vos micros. Cette vidéo, cette présentation a pour but, bien sûr, interactif. Donc, n'hésitez pas. Ou à utiliser le chat aussi. Voilà, j'ai fini. Olivier, tu peux y aller. Je rallume le micro et je rallume mes enceintes. Voilà, donc on vient de changer de micro et d'ordi. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien et que vous partagez mon écran? Si quelqu'un peut me dire, ça serait formidable. Alors, on vous entend et a priori, on partage aussi votre écran. Allez, un grand merci. C'est bon pour moi aussi. Super, merci beaucoup. Eh bien, merci d'être toutes et tous présents sur ce rendez-vous mensuel. Je vous remets dans le contexte. Ces rendez-vous-là, ces webinaires sont sur le thème de la responsabilité sociale et sociétale des organisations et la santé environnementale. Et aujourd'hui, à l'ordre du jour, la cartographie des parties prenantes. Alors, certains d'entre vous, vous êtes habitués à ça, d'autres non. Donc, on va repartir à zéro en faisant comme si eh bien, tout le monde n'avait pas le même niveau d'information, ce qui est le cas. Et je vais vous revenir sur des définitions pour que l'on comprenne bien pourquoi ça a du sens, pourquoi c'est important et comment on peut le faire, parce que c'est important, à mon sens, de rentrer dans cette dynamique. Alors, les parties prenantes, c'est quoi déjà? Ce n'est pas évident pour tout le monde, ce nouveau vocabulaire. Les parties prenantes, c'est l'ensemble des personnes physiques ou morales qui sont concernées. Ouais. Il faudrait que vous coupiez vos micros. Ah, c'est fait. Donc, les parties prenantes, c'est l'ensemble des personnes physiques ou morales qui sont concernées ou qui peuvent influencer les décisions d'une organisation ou d'une entreprise. Les parties prenantes se distinguent par leur pouvoir qu'elles tirent de ce qu'elles apportent à l'entreprise et de ce qu'elles en attendent. Et le poids de chaque partie prenante a des répercussions sur la gouvernance de l'entreprise. Deux types de parties prenantes intégrées. La première, les parties prenantes internes, qui sont eh bien, les effectifs de l'entreprise, les dirigeants, les salariés, les représentants du personnel, alors que les parties prenantes externes eh bien, sont celles qui sont extérieures à l'entreprise. Ce ne sont pas les mêmes besoins, ce ne sont pas les mêmes attentes. Ça peut être les actionnaires, les banques, les clients, les fournisseurs, les assureurs, les concurrents, les politiques, la mairie, les agglomérations, les associations, tous ces partenaires avec lesquels eh bien, on a une relation et dans lesquels on doit répondre à certaines de leurs attentes. L'identification de ces parties prenantes et le dialogue avec elles, eh bien, ça fait partie du 5e chapitre de la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociale et sociétale. On voit bien qu'on est au cœur d'une stratégie RSE. Et cette responsabilité vis-à-vis des parties prenantes, eh bien, ça s'appelle tout simplement la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Donc, on est vraiment au cœur du système. Alors, tout ça, ça sert à quoi? Et réaliser une cartographie, ça sert à quoi? Et c'est quoi exactement? Et j'ai un but très clair avec vous aujourd'hui, c'est de faire en sorte de dédiaboliser le truc pour vous faire comprendre que c'est un bel outil en fait. C'est un outil qui peut être très pratico-pratique, qui n'est pas un outil que de marketing et qui, au contraire, peut être un bel outil de gouvernance et de pilotage de son organisation. Réaliser sa cartographie des parties prenantes, c'est identifier les parties prenantes internes et externes. Je vais vous montrer quelques exemples après. Mais surtout, c'est identifier les attentes et les besoins de chacune de ces parties prenantes pour ensuite identifier nos réponses par rapport à chacune de ces parties prenantes et de leurs attentes et besoins prioritaires. Alors, voici quelques exemples sur les parties prenantes internes. Quelles sont leurs attentes? Alors là, c'est du générique, plusieurs parties prenantes internes. Il y en a d'autres, mais là, celle-là concerne à peu près tout type d'organisation. La direction générale d'une part, l'encadrement intermédiaire, les employés et le représentant du personnel. Eh bien, qu'est-ce que l'on peut voir en termes d'attente? La direction générale, elle attend de la flexibilité, elle attend que les syndicats adhèrent à la politique de l'entreprise, elle attend que le personnel soit motivé, qu'il soit facteur d'attractivité, et elle attend une certaine délégation, une efficacité de l'encadrement et de l'encadrement intermédiaire. Il y a bien sûr d'autres attentes, mais c'est pour vous permettre de mettre un peu les choses dans les cases.
Les attentes de l'encadrement intermédiaire, eh bien, c'est une constance de la décision de la direction, que ça ne change pas tous les 4 matins, ou qu'on comprenne pourquoi. On a besoin de transparence, de compréhension, on a besoin d'être respecté par sa hiérarchie, et on a besoin de participer au pilotage et au management. Donc ça, c'est vraiment très souvent exprimé. Et puis, les salariés, les employés, dans tout type de boîte, ils attendent quoi? Ils attendent une rémunération qui soit attractive, des conditions de travail qui le soient. J'ai même envie de vous dire que les conditions de travail aujourd'hui sont supérieures à la rémunération attractive. On le voit, hein, le sens de la démarche, la raison d'être dans les sociétés à mission devient un facteur d'attractivité. On a besoin d'autonomie, on a besoin de management qui permet de se développer personnellement, on a besoin de formation en continu sur des sujets qui ne sont pas forcément liés à mon propre job, mais j'ai besoin d'une dynamique de formation continue. Peut-être de l'intéressement, de la participation, de l'épargne salariale, mais aussi et surtout une considération, une reconnaissance de ma hiérarchie et de plus en plus une politique sociale et environnementale. Et c'est aussi nouveau dans le Code du travail. Vous avez certainement dû le voir, je crois que je l'ai présenté il y a 2 mois quand j'ai présenté le plan santé au travail, une politique sociale et environnementale que maintenant l'employeur a l'obligation de définir, puisque l'employeur a l'obligation de préciser, de démontrer l'ensemble des impacts sociaux et environnementaux générés par une activité. Enfin, les représentants du personnel, eux veulent que les acquis sociaux soient respectés, que la liberté syndicale le soit également. Ils veulent que les salariés puissent participer à la vision, à la politique générale de l'entreprise, et ils veulent que les règles soient claires pour la gestion du personnel, que tout soit transparent, qu'on ne soit pas dans l'opacité et qu'il y ait une certaine équité. En ce qui concerne les parties prenantes externes, eh bien, là, vous avez à l'écran 4 parties prenantes, mais il peut y en avoir 10 autres, hein. Les fournisseurs, les clients consommateurs, les banques, assureurs, investisseurs, fonds d'investissement et ce qu'on appelle le monde politique. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve qu'est-ce qu'on retrouve dans ces attentes en priorité? Eh bien, bien sûr, quand on est fournisseur, on veut que les contrats soient respectés, que les pratiques anticoncurrentielles le soient. On a envie d'être en confiance, en partenariat, on a envie d'une relation à long terme. On n'a pas envie d'être pressuré tous les ans pour faire du prix et être giclé très clairement l'année d'après. C'est ce que vous recherchez, hein, quand vous êtes vous-même référencé par la CAP. Eh bien, vous avez envie d'avoir un partenariat sur le long terme, même si vous savez que vous allez être un peu challengé sur certains sujets. Bien sûr, on a envie que nos propres systèmes de production, d'achat, de délai, de transport, l'outsourcing, on a envie que tout ça soit respecté par le client. On a envie d'intégrer aussi un système qualité et que le nôtre soit reconnu et que notre politique sociale et environnementale soit reconnue par ceux qui nous achètent ou qui nous référencent. Quelles sont les attentes des clients et des consommateurs? Bien évidemment, hein, vous et moi, quand on est client et consommateur, on veut du prix, on veut du rapport qualité-prix, on veut de l'innovation, on veut aussi du service après-vente, on ne veut pas juste une opération one shot, on veut être suivi. C'est justement le plus de certaines sociétés françaises, hein, qui assurent plus de services après-vente que des sites étrangers sur lesquels on peut faire un coup, mais sur lesquels il n'y a aucun service après-vente. Le client et le consommateur aussi, il veut que les risques environnementaux et sanitaires liés aux produits soient le plus faibles possible et puis contrôlables, mesurables, qu'on ne soit pas dans le greenwashing, dans l'allégation. On en trouve beaucoup en ce moment qui sont trompeuses. On veut bien sûr que les produits qui nous sont vendus respectent les réglementations, voire même les anticipent. Et puis, on veut des labels, on veut de la traçabilité, on veut des éléments de preuve de ce qui est vendu. En ce qui concerne les sous-traitants du type banque, assureur, investisseur, fonds d'investissement, on veut que la valeur de l'action augmente, on veut de l'efficacité, de la transparence, réduire les risques financiers. On souhaite bien sûr une transparence totale et une fiabilité de l'information. C'est souvent pas évident, hein, d'avoir une fiabilité de l'information. On veut que la fréquence et la réalisation des contrôles soient connues, que ça soit transparent, hein. Nous-mêmes, vous savez qu'on anime un label THQSE, on est souvent sollicité pour savoir à quel rythme sont faits ces audits et par qui nous-mêmes sommes contrôlés. Bien sûr, la problématique des responsabilités juridiques, transparence totale, et puis connaître tous les risques liés à l'activité, que ce soit des risques internes, externes, des pollutions générées sur l'eau, sur l'air, sur l'environnement ou sur la santé humaine. On veut aussi avoir la garantie de certification du système de production, des systèmes qualité, et puis des audits, que la certification soit faite par, que ce soit le commissaire aux comptes ou des établissements agréés COFRAC. Enfin, dans ce qu'on appelle le monde politique, hein, qui est un terme un peu large, hein, c'est la possibilité d'avoir un développement économique local, de favoriser l'emploi local, d'être un facteur d'attractivité à l'échelle de mon territoire, même de participer
et c'est le cas en France, ça commence sur Tours, Valenciennes, Montpellier, peut-être Angoulême et Marseille, de participer à la création et l'animation d'un territoire à mission, et puis d'être dans une dynamique d'investissement à long terme. En clair, vous voyez avec cette dynamique, 1, je définis quelles sont mes parties prenantes internes, 2, parties prenantes externes, et derrière, je réfléchis en équipe et avec eux à la définition de leurs attentes. Alors, la première année, c'est compliqué, parce que si je pars d'une page vierge, eh bien, c'est compliqué. En revanche, une fois que c'est fait, et je vous engage vraiment cet été à le faire, prenez-vous une journée. Ça peut être un boulot qui est fait en une journée avec votre staff de direction. Ce n'est pas la peine de vouloir un système parfait, ça n'existe pas, la perfection. Moi, je vous engage à bloquer une journée en juillet ou en août, à faire l'inventaire avec vos cadres de vos parties prenantes internes et externes et de discuter avec eux pendant cet été sur leurs attentes. Même si ce n'est pas parfait, vous aurez un document synthétique pour septembre et au fur et à mesure des années, vous pourrez affiner sur cette notion des attentes et des besoins qui, en plus, évoluent dans le temps. C'est pour ça que je vous engage à le faire maintenant, parce que les besoins et les attentes en janvier 2023 ne seront pas exactement les mêmes de celles de maintenant, en fonction de ce qui va se passer dans les quelques semaines et mois à venir. Entre les pénuries et le reste, vous allez voir que ça va évoluer très, très vite. Alors, quelques exemples. Là, ce que je vais vous montrer, c'est très abouti. Ce sont des jolies images. Après, on parlera plutôt de cas pratiques et de comment on fait avec un tableur Excel. Là, on est sur l'Union régionale de la mutualité qui a justement travaillé sur ces parties prenantes internes, parties prenantes externes, plan d'action. Ils ont vraiment défini des choses, ils sont allés très loin. Ça, c'est ce qui est présenté en termes d'image et en termes de marketing, mais c'est lié bien sûr à un plan d'action. Vous avez la SNCF aussi qui a fait ce travail, un très, très gros travail. Alors là, ils ont du taf, pardon, mais je suis dans les TGV toutes les semaines. Je pense que pour satisfaire leurs parties prenantes, ils ont encore un peu de travail. En tout cas, ils ont fait un travail d'identification. Et c'est vrai qu'ils sont quand même très sollicitants ces derniers temps sur la qualité perçue, sur les besoins et les attentes des, j'ai envie de dire, des consommateurs, c'est-à-dire des voyageurs. Et puis après, il y a une priorisation. Là, vous le voyez, sur cette matrice de matérialité, on arrive à positionner ce qui est moyennement important en vert, de ce qui est important en rose et de ce qui est prioritaire en violet, ce qui permet ensuite de bâtir un véritable plan d'action. Et puis, vous avez le Grand Paris aussi, la Société du Grand Paris qui a fait un travail de cartographie pour être en capacité véritablement de fixer des priorités. Alors, un cas pratique. Je ne vais pas vous montrer le cas pratique d'un industriel, je vais vous montrer le cas pratique tout simple, très très simple, fait avec un tableur Excel d'une crèche. Vous voyez, ce sont des établissements pour lesquels on a eu cette demande tout récemment. Et oui, il y a eu un objectif très précis. La ville de Béziers nous a lancé un défi. La ville de Béziers nous a dit « Je veux que toutes mes crèches soient garanties sans perturbateurs endocriniens ». Donc, ce n'est pas simple, parce que les perturbateurs endocriniens, on en trouve dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit, dans ce qu'on met sur la peau et dans ce qu'on respire. C'est-à-dire dans tous les objets, les matériaux du quotidien. Donc, comment arriver à atteindre cet objectif? Eh bien voilà, là, on a défini avec eux 4 niveaux de priorité. La priorité la plus importante qui est en rouge, l'importante, ce qui est à suivre et ce qui est non prioritaire, avec un code couleur. Priorité numéro 1, c'est engager les parties prenantes qui auront été définies dans une démarche de réduction des perturbateurs endocriniens. La deuxième, c'est former les parties prenantes qui auront été identifiées comme telles. La troisième, c'est sensibiliser. Et la quatrième, c'est juste informer. Donc, vous voyez, il y a 4 niveaux, 4 gradations différentes. Et c'est très pratique après pour faire un plan d'action, parce que dans ce cas-là, on ne le fait pas qu'en fonction de son appétence personnelle ou de son propre feeling. On le fait véritablement en fonction d'une stratégie qui aura été basée sur les attentes et les besoins et notre volonté de satisfaire ces parties prenantes. Si on peut rentrer un petit peu dans les détails, là, le sujet, c'était clairement les perturbateurs endocriniens, donc les parties prenantes et les familles de parties prenantes. Alors, on a identifié la partie prenante numéro 1, les professionnels de santé. La numéro 2, les professionnels de la petite enfance. Les 3, la population au sens large du terme. Le 4, le personnel des collectivités. Et les 5, les acteurs économiques. Et vous voyez que pour chacun de ces acteurs, eh bien, nous avons défini avec eux des niveaux de priorité. Donc, bien évidemment, priorité numéro 1, eh bien, c'est d'engager les crèches municipales et les haltes garderies. C'est la priorité absolue. C'est là, si je reviens sur le code couleur de la page d'avant, qu'on est sur l'engagement des parties prenantes. Ensuite, sur les autres déclinaisons, eh bien, vous voyez quelles sont les priorités là pour arriver à embarquer eh bien, ces différents acteurs, soit dans de la formation, soit dans de la sensibilisation, soit dans de l'information, sans oublier personne sur le côté et sur le chemin. Cela permet donc
de définir un plan d'action extrêmement précis qui permet, pour chacun des objectifs, d'engager l'ensemble des crèches du territoire, donc toutes, il y en a une trentaine, dans cette démarche-là, de former ceux qui auront été définis comme prioritaires, URPS, écoles, centres aérés, écoles primaires, maternelles, les assistantes maternelles, les restaurants collectifs qui livrent les repas dans ces différentes crèches, de sensibiliser ces professionnels de santé-là, parce qu'ils sont aussi concernés, un petit peu moins que ceux qu'on a cités avant, mais il faut quand même sensibiliser ceux-là pour qu'il y ait une cohérence à l'échelle du territoire. Et puis informer ceux qui sont en priorité numéro 4, ce ne sont pas les plus importants, mais il y a une action pour informer l'ensemble de ces acteurs-là. Et enfin, quelles sont les ressources qui existent? Alors, des ressources, il y en a plein. Il en existe énormément auprès des associations, des ARS, de la région, du conseil départemental, des syndicats mixtes, la mutualité française qui a créé des livrables sur ces sujets-là dans tous les sens. Donc, identifier aussi l'ensemble de ces ressources, c'est une clé pour pouvoir les mettre à la disposition de tous ces acteurs qui veulent être soit engagés, formés, sensibilisés ou informés. Donc, vous voyez, au final, qu'en effet, c'est un travail. Ça peut paraître un peu scolaire, tous ces tableurs Excel, mais c'est très important pour arriver à, si je résume mes propos, pour arriver justement à identifier les priorités et les attentes, parce que, si je résume, si on veut être gagnant-gagnant dans les années à venir, si clairement vous voulez donner du sens et gagner en attractivité pour recruter les compétences de demain ou prendre des parts de marché, c'est le sujet, il va falloir que vous maîtrisiez parfaitement l'analyse des besoins implicites et explicites de vos parties prenantes. Ceux qui maîtriseront dans les mois et années à venir la réponse aux besoins implicites et explicites seront attractifs et prendront des parts de marché. Ceux qui ne le feront pas resteront sur le seuil de la porte. Donc, je vous engage vraiment à simplifier le process. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas une question de marketing. On m'a souvent posé la question, mais c'est du marketing. Non, ça peut être utilisé comme du marketing. C'est un outil. Après, l'outil, on en fait comme on en veut. Vous voyez, un bistouri, si c'est utilisé par un voyou, il va vous faire mal. Si c'est utilisé par un chirurgien plastique esthétique et de chirurgie plastique esthétique et reconstructrice, il peut transformer quelqu'un, si c'est bien fait, lui redonner même le goût de vivre. On le voit aujourd'hui dans certaines chirurgies très précises de reconstruction. Donc, ce n'est qu'un outil qui est à la disposition des parties prenantes, qui est à votre disposition. Mais j'ai envie de vous dire, ne passez pas à côté parce que c'est le cœur même de la RSE. Il y a quelques années, on rentrait dans la RSE par des thématiques, les déchets, l'énergie, la QVT. Et bien maintenant, c'est d'intégrer la totalité des besoins de ces parties prenantes pour y répondre et gagner de l'image, du sens et demain en attractivité. Je vous propose maintenant que j'arrête de parler à mon ordi parce que ça m'est un peu difficile. Ça fait 3 heures que je fais cet exercice, j'en ai un peu assez. Je vous propose d'être en interaction avec vous. Vous êtes nombreux, donc vous n'hésitez pas à soit utiliser le chat, je n'ai pas vu s'il y avait des questions pendant l'intervention, soit à ouvrir vos micros pour qu'on puisse être dans l'interaction et que vous puissiez nous partager aussi vos expériences. Parce que je sais, sans vous citer, que certains d'entre vous, vous avez déjà fait ce travail. Voilà, je vous en prie, vous avez la parole. Alors, la plaisanterie habituelle, si la première intervention ne vient pas, passons directement à la seconde. Je sais qu'il y a des gens autour de la table qui ont fait des choses formidables, donc n'hésitez pas. Ah, c'est la chaleur. Et ouais, le changement climatique a de l'impact sur la concentration et la fatigue post-repas. Donc, tout est fluide pour vous, pas d'interrogation, pas de remarques? Allez, dans la liste, là, je vois Joël de chez UPSA. Là, je sais que vous êtes très engagé sur ces sujets-là. Vous n'osez pas le dire pour ne pas vous mettre en avant, mais je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais peut-être avez-vous des choses à dire? Alors, hop, je sais pas, excusez-moi, j'étais perdue dans mon micro. Ah, marche, chouette. Allez, je vous en prie.
Non, alors moi je m'occupe, en fait, je suis sur la partie réponse aux appels d'offres marché hospitalier. Donc chez UPSA, effectivement, il y a énormément de choses qui sont engagées. Et donc vos interlocuteurs jusqu'à présent, c'est plutôt Pauline, souvent avec qui vous avez travaillé. Où effectivement, bon voilà, on a un certain nombre d'actions engagées en termes de RSE, de certifications diverses. Mais bon, après, moi, je n'ai pas de détails puisque bon, moi, aujourd'hui, je suis plutôt, on va dire, en fin de process pour, on va dire, exploiter tout ce qui est mis en place par le département RSE pour, au niveau des réponses aux appels d'offres. Voilà. Alors, je me connecte régulièrement à vos sessions d'information parce que je trouve toujours intéressant, effectivement, d'en entendre parler, reparler pour que ça martèle et que ça fasse partie prenante de nos jobs aussi. Et effectivement, mais bon, voilà, je serai moins à l'aise pour vous parler de ce qui a été généré chez UPSA. Mais bon, après, si vous souhaitez en parler, je peux vous laisser la parole. Vous connaissez aussi. Non, non, je ne me permettrai pas d'en parler pour vous. Moi, plutôt, l'idée, c'est qu'on soit dans l'interaction avec vous. Vous puissiez Oui, je sais bien. Oui, j'avais fait suivre au département RSE pour qu'ils se connectent parce qu'effectivement, je trouverais intéressant qu'ils puissent partager leur point de vue et ce qu'on est en train de faire. Mais bon, voilà, moi, je n'ai pas suffisamment la connaissance du sujet pour en parler facilement. Voilà. Alors, je ne vois pas tous des noms, enfin, je ne sais pas, les gens qui sont connectés, je vois des noms, mais je ne vois pas forcément les sociétés. Mais je sais qu'il y a des gens de chez Pierre Fabre notamment, ou de chez Baxter. Je sais que vous avez fait des travaux aussi là-dessus. Est-ce que vous voulez, si vous êtes en ligne, nous partager votre expérience? Oui, bonjour, Evelyne Suarez, laboratoire Pierre Fabre, justement. Je vais aussi rejoindre l'intervention de Joël, puisque je suis moi aussi à la cellule des marchés hospitaliers en charge de la réponse aux appels d'offres. Donc, effectivement, je viens un petit peu en fin de course. Mais c'est vrai que je repartagerai effectivement cette présentation si on peut l'avoir à disposition auprès de notre service RSE aussi, qui engage beaucoup de démarches aussi, effectivement. Et, voilà. OK. Donc, Mais oui. Je vous en prie. Je ne serai pas aussi à l'aise, effectivement, pour pouvoir déployer toutes les actions qui sont menées chez nous aussi, quoi. Voilà. Okay. Donc, je vois que vos deux interventions sont identiques. Donc je pense que vous êtes là pour découvrir les uns et les autres le sujet. Ce que je vous engage à faire dans ce cas-là, parce que vous l'avez compris, c'est que c'est un exercice à faire qui est important et que c'est dommage de ne pas le faire parce que c'est vraiment le plan d'action qui en découle est vraiment après un facteur d'attractivité et de part de marché. Je vous engage juste à découvrir dans les sociétés qui vous emploient, eh bien, si cette cartographie des parties prenantes existe. Tout simplement, renseignez-vous en interne, comme ça au moins que ce webinaire vous ait servi à quelque chose, parce que là, deux options. Soit ça n'existe pas, dans ce cas-là, vous pouvez peut-être inciter, initier, motiver, donner envie d'agir pour que ça se fasse, parce que vous aurez compris que ça a du sens, et puis partager le support. Et puis, si ça existe, que vous le sachiez, parce que si vous êtes dans la cellule des marchés, que vous connaissiez ce qu'on attend de vous, que vous sachiez vous-même ce que vous attendez de vous-même, de vos propres parties prenantes, de vos sous-traitants, eh bien, c'est une clé. Je vais vous donner des exemples. Et moi, ça m'arrive souvent, et là, je vais mettre les pieds dans le plat. Moi, quand je fais des audits dans les pharmacies, dans les blocs ou dans les établissements de santé, dans les matères, un peu partout, je constate, et vous le savez aussi bien, certains d'entre vous, je me suis déjà adressé à vous, des cartonnages, des machins, des cartons pleins d'air, de vide, de polystyrène, avec des cartonnages qui ne sont pas adaptés. On a déjà eu cette conversation sur plusieurs des webinars aux produits qui sont livrés. Eh bien, ça, c'est vraiment l'attente. Ce que je vous exprime là, c'est l'attente du personnel hospitalier qui reçoit vos produits. C'est vraiment une attente très forte. Et demain, ce sera un critère de choix. Et ça commence à l'être. Je le vois tous les jours dans mes entretiens avec les hospitaliers. Là, quand je vois qu'on utilise aujourd'hui des produits pour prendre la douche en 125 millilitres, alors qu'on en a besoin de 30, et qu'on en jette de ce fait près de 100 millilitres par douche dans le pays, qui régénèrent des résidus médicamenteux dans l'eau, on est à la limite du scandale sanitaire. Ce n'est pas à la limite, c'est un scandale sanitaire. Et on le sait depuis des années. Donc ça, l'attente qui est liée à ces sujets-là, elle est très forte. Et il va y avoir deux façons de l'aborder. Soit vous allez subir
la pression des clients, de l'opinion publique ou demain du ministère de la Santé, soit vous allez en être les acteurs et c'est vous qui allez demain prendre des parts de marché, encore une fois, et séduire des gens qui vous achèteront vos produits. Donc, en résumé, profitez de ce temps et du temps qu'on a passé ensemble pour aller voir dans votre organisation si vous-même, vous avez déjà réalisé cette cartographie et si tel n'est pas le cas, peut-être de l'inciter. Est-ce que quelqu'un en ligne a la conscience, justement, à la connaissance de cette cartographie qui a été réalisée ou pas? Ou est-ce que personne n'a cette conscience-là? Bonjour à tous, Valérie Leroy, je travaille pour la société Le Galet. Oui. Et nous avons effectué cette cartographie depuis quelques années déjà, portée par nos certifications, ISO 9001, 14001 et 50001, où là, effectivement, les auditeurs nous accompagnent sur ces questions. Et effectivement, on a décelé 14 parties prenantes dans l'entreprise et nous en avons ciblé 5 parties prenantes prioritaires suite à une cotation que l'on a menée pour bien comprendre à la fois les attentes et les besoins. Et c'est vrai que cette cartographie, en fait, nous a permis de comprendre ce qu'attendait un client chez Le Galet. Donc, il y a l'écoute qui est prioritaire à ce moment-là. Et du coup, ça nous permet de déclencher des plans d'action suite à l'écoute qui a été faite de nos parties prenantes prioritaires. Donc, c'était un exercice, effectivement, on a mis un peu plus d'une journée, je dirais, parce qu'on était 2 personnes à le traiter dans l'entreprise. Le plus difficile, effectivement, c'est de vérifier de connaître et de remonter toutes les parties prenantes, tout l'écosystème en fait autour de Le Galet, et ensuite de faire ressortir ces parties prioritaires parce qu'on a fait le choix de travailler plutôt sur celles-ci, sans oublier les autres, mais en tout cas mener des actions à moyen terme sur ces parties prioritaires. Super, merci de ce témoignage. Je sais que vous êtes très, très engagé et ce depuis des années en plus, ça ne date pas d'hier. Merci. Un autre témoignage? Oui. Non, je vois Christelle Maréchal qui essaie de prendre la parole de chez Merck, ou je me trompe? Oui, pardon. Bonjour à tous. Oui, Christelle Maréchal, Merck Serono. Donc, moi, je rejoins un peu Joël et Evelyne tout à l'heure. Je m'occupe de la réponse aux appels d'offres, également hospitaliers, mais je fais aussi partie de la communauté RSE de Merck, communauté RSE qui regroupe plusieurs activités de Merck. Merck Serono pour la partie healthcare, mais aussi on a Life Science, on a Electronics. Enfin, on a plusieurs activités et le rapport RSE est fait chez nous depuis 2017 maintenant, qui a bien évolué depuis. Et effectivement, on a effectué une cartographie des parties prenantes, mais pour l'ensemble du groupe Merck France, qui a permis de réaliser des interviews, donc des parties prenantes internes et externes. Et qui nous a permis de développer après l'analyse de matérialité et donc vraiment de décliner notre stratégie RSE France par rapport à la stratégie groupe. Donc vraiment d'affiner la stratégie France par rapport à la stratégie groupe. Voilà, donc en gros, c'est ce que moi je peux dire. Après, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je ne connais pas tous les détails des interviews ni de la cartographie, mais c'est la démarche qui a été effectuée chez Merck en 2020. Voilà. Parfait, merci beaucoup aussi de ce témoignage. Parfait. Je vous en prie. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vais vous poser une question à toutes et à tous, puisque, si j'ai bien compris, vous revenez souvent sur ces webinaires, donc c'est que vous y trouvez un intérêt. Le prochain aura lieu en septembre. Il n'y a pas de réunion en juin. Il y en a un. Pardon. Le prochain est en juin, mais on s'arrêtera là et on reprend en septembre, je crois, le 22 septembre. Si vous avez des envies et des besoins en termes de sujets, n'hésitez pas, parce que nous, des sujets, on en a encore à peu près 30 à vous soumettre, mais
on les définit, Paul et moi, en fonction de nos propres appétences ou de nos propres constats, de ce qu'on constate sur le terrain. Et ça ne correspond pas forcément peut-être à vos attentes. Donc, je vous engage vraiment. Donc, soit vous pouvez nous le signifier là maintenant, s'il y a un ou plusieurs sujets qui vous intéressent, pour qu'on puisse vous aider sur ces thématiques et qu'on puisse définir le programme du prochain semestre. Soit, si vous ne voulez pas le faire en ligne là maintenant, n'hésitez pas à nous mettre un petit mail à l'un ou à l'autre. Vous avez nos coordonnées, j'imagine, dans les invitations, pour qu'on adapte ce que l'on vous évoque à chaque webinaire, tous les mois, en fonction de vos besoins. Vous voyez, là, on est quelque part dans une relation avec l'analyse des besoins des parties prenantes. Donc, est-ce que là, vous qui êtes en ligne, vous avez des besoins particuliers? Est-ce que vous en avez en tête? Non, là, pas dans l'immédiat. OK. À affiner, on fera un mail. OK, super. Bon, en tout cas, n'hésitez pas. Le programme continuera en juin et ensuite à partir de septembre. Et si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à nous les signifier. Il n'y a pas de questions dans le chat. S'il n'y a pas d'autres questions en ligne, eh bien, je vous engage à reprendre vos activités. Nous allons reprendre les nôtres également. De ce fait, Paul, je te laisse la conclusion. Merci de votre disponibilité. Bravo de votre engagement. Et puis, bon courage pour la canicule qui s'annonce. Merci, bon après-midi. Merci, bon après-midi. Merci à vous.